Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier chapitre sur l'immunité. Vous avez déjà dû commencer ce chapitre et mettre le plan mardi avec l'activité sur le dosage des anticorps par l'intermédiaire du test ELISA. On va poursuivre donc, je voulais pas commencer directement, donc voilà, je voulais faire juste un petit complément à votre activité. On aurait pu construire un graphique indiquant la quantité exacte d'anticorps au cours du temps. Donc ici, on a quantifié plutôt l'évolution de la population de lymphocytes B. C'était juste pour changer. Vous avez le même genre de graphique à la page 376. Ce sont probablement des anticorps qui sont dosés, mais c'est exactement le même type de courbe. Je voulais simplement que vous voyiez pas l'aspect quantitatif, puisqu'on en a déjà parlé, mais l'aspect rapidité. On en a parlé avec les lymphocytes T et la vitesse d'élimination d'un greffon. Donc ici, vous pouvez voir que à l'issue de la première injection, le pic est atteint en environ 6-7 jours, alors que lors de la deuxième injection, le pic d'activité est obtenu en 4-5 jours. Même pas 5 jours, en moins de 4 jours. Donc c'est simplement pour accentuer l'idée de vitesse, de rapidité de réaction. J'en profite pour parler de la réponse primaire et donc de la réponse secondaire. Et même on peut provoquer d'autres réponses si on fait des injections plus rapides. Et vous avez tout de suite compris que l'application directe de ce genre de découverte a ouvert la porte au vaccin. Alors, pour schématiser un petit peu ce que l'on a vu, je vous ai fait un petit schéma. Donc vous avez des petits ronds. Chaque petit rond représente un lymphocyte. J'ai oublié de mettre la légende, tiens, j'ai pas modifié ma diapo. Donc il faudrait mettre une légende d'un petit rond qui indique que chaque couleur représente un lymphocyte différent par son récepteur. Ça peut être des B, ça peut être des T, c'est pareil, ils ont tous des récepteurs. Donc lors du premier contact d'un antigène, les lymphocytes se multiplient. Certains sont effecteurs et vont participer à l'élimination de l'antigène, alors que d'autres vont constituer la mémoire immunitaire. Ces lymphocytes mémoire sont stockés dans les ganglions, et c'est justement eux qui, lors d'un deuxième contact, vont intervenir. Et ils seront 4 fois plus, donc dans mon schéma, ils sont 4 fois plus nombreux que lors du premier contact. D'où une réponse immunitaire beaucoup plus importante lors du deuxième contact. Les cellules se multiplient aussi, mais j'en ai 4 au départ, alors qu'au départ ici j'en avais plus qu'un. Je n'en avais qu'un. D'où l'amplification de la réponse immunitaire. Donc en fait, il ne s'agit pas d'une mémoire à proprement parler. Nos cellules n'ont pas de mémoire, comme vous et moi, mais c'est le fait qu'elles soient déjà là en quantité plus importante qui fait que ça correspond à une mémoire. Donc voilà la réponse secondaire. Alors, comment peut-on produire autant de cellules différentes avec notre génome? Ça, c'est la question qu'on abordera tout à l'heure. Là, j'ai complètement oublié, mais je voulais qu'on reprenne le schéma du chapitre précédent et matérialiser la présence des lymphocytes mémoire. Donc là, je les ai cerclés en rouge. Vous le faites aussi, et vous indiquez bien que ce sont des cellules mémoire. Faut pas les oublier, ces cellules, elles sont fondamentales. Voilà. Donc la diversité des cellules immunitaires, ma foi, elle existe, cette diversité, grâce à la grande quantité de gènes qui interviennent. Donc les récepteurs sont des récepteurs protéiques, sont des chaînes polypeptidiques, on en a déjà parlé, et ces chaînes polypeptidiques sont donc codées par des gènes. Sauf que les différents segments de ces chaînes polypeptidiques, variables et constants, sont codés par plusieurs gènes. Donc là, dans le cas du lymphocyte B, j'ai pris la chaîne... Ah, j'avais pas vu que ça se superposait. Les gènes morcelés donc de la chaîne légère. Ici, vous avez un grand nombre de segments variables. Il y en a à peu près 76. 76, non, c'est pour la chaîne lourde. Donc là, il y en a peut-être un petit peu moins.
On verra dans le document suivant où je vous ai mis, enfin qui est aussi dans votre livre, vous avez un certain nombre de segments variables, vous avez des segments de jonction et vous avez des segments constants. Et dans la chaîne lourde, justement, du lymphocyte B, il y a en plus des segments de diversité. Donc on complique encore les choses, mais donc le lymphocyte, quand il va subir sa maturation, avant de passer dans le sang, il va y avoir une sélection d'un de chaque gène, un gène de chaque, un segment variable sélectionné parmi le stock, un segment de jonction et un segment constant. Ces segments, ensuite, quand le lymphocyte sera, donc une fois qu'ils sont sélectionnés, les autres sont excisés. Quand ce lymphocyte arrivera à maturation, passera dans le sang, il va fabriquer un seul type de récepteur parce que un ARN va être produit et là, je vais aller un peu vite, et la synthèse des protéines se fera à partir de cet ARN messager et vous aurez une chaîne légère qui sera construite. Le document suivant donc vous indique que page 371, vous avez un exercice qui porte là-dessus. Sauf qu'il y a une petite erreur sur cet exercice. Là, ils ont mis un grand segment de jonction, alors qu'il est tout petit. Et ici, vous avez un segment constant. Donc, à ne pas faire en rouge, hein, puisqu'on les avait fait en bleu. Mais ça, c'est un segment constant. Le segment de jonction, il est ici. Il est tout petit. Et je vous montre aussi, ici, par l'intermédiaire de ce schéma, là, ils n'ont pas fait d'erreur, il y a un segment variable, un segment de diversité, un segment de jonction et le segment constant. Et dans les segments variables, il y a des segments encore hyper variables. Donc c'est très compliqué, mais regardez, la chaîne légère est codée par 3 gènes, variable, jonction et constant, et ces gènes existent en plusieurs exemplaires, et ces exemplaires sont choisis au hasard au moment de la maturation de chaque lymphocyte. Il y a un réarrangement, il y a la notion de hasard, ce qui fait que chaque lymphocyte, quand il sort de la moelle osseuse, il a un récepteur original. Alors, là, c'est le petit tableau que vous avez à la page 371 et qui vous sélectionne, donc qui vous dit le nombre de gènes. Donc, les segments variables, les segments de diversité, les segments de jonction et les segments constants pour les chaînes lourdes. Donc j'avais dit 76, je me suis trompée, c'est 38-40. Oui, ça fait 76 au total si on compte tous les gènes. Mais ça sera un parmi ceux-là, plus un parmi ceux-là, plus un parmi ceux-là, et un parmi ceux-là. Ce qui fait beaucoup de combinaisons puisqu'il faut multiplier à chaque fois. Les chaînes légères, il y en a 2 sortes, il n'y en aura qu'une seule sorte qui sera fabriquée, bien entendu. Donc ça fait beaucoup de combinaisons possibles. J'avais compté entre 10 puissance 12 et 10 puissance 16 combinaisons. Là, vous avez l'anticorps d'une manière plus précise, avec le segment de diversité, le segment de jonction, donc comme je vous disais. Et vous avez la même chose pour le récepteur T. Donc, ces réarrangements créent de la diversité. Et, bien entendu, dans toute cette diversité produite, on est obligé de supposer qu'il va y avoir des cellules autoréactives, c'est-à-dire des segments variables qui vont réagir avec nos propres cellules. Mais heureusement, dans la moelle osseuse et dans le thymus, il y a des cellules spécialisées qui présentent aux lymphocytes une grande diversité de molécules du soi, les nôtres, et tous ceux qui vont se fixer sur ces cellules vont être éliminés et détruits. Le système n'est pas infaillible non plus, il y a quand même des cellules qui circulent dans notre sang avec des récepteurs autoréactifs. Des connaissances aux applications médicales, bien sûr, une fois que l'on sait tout ça, on va pouvoir faire des applications. Et en introduction de ces applications médicales, un petit schéma encore avec mes lymphocytes naïfs, hein. Chacun a un récepteur différent. Quand on contracte un premier antigène, certaines cellules sont sélectionnées, vont être effectrices, et d'autres vont devenir des cellules mémoire, stockées dans nos ganglions, ou dans la rate, dans l'appendice aussi. Et donc notre phénotype va évoluer au cours du temps. Notre phénotype immunitaire ne sera plus le même. Disons que ça c'est celui à la naissance. Dans le premier antigène que l'on rencontre, on fabrique des cellules mémoire, et donc elles s'ajoutent au stock de lymphocytes, qui n'est plus du tout le même que celui de départ. Alors bien entendu, toute la vie
on fabrique des lymphocytes naïfs, on en fabrique sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ce qui fait que ce stock est sans arrêt différent. On a un phénotype, le phénotype immunitaire de chaque individu est différent, de par l'aspect génétique de ces récepteurs lymphocytaires et de par les antigènes rencontrés tout au long de la vie qui ne sont pas les mêmes. Donc là, au final, un dernier phénotype immunitaire qui est différent. On peut aussi noter qu'au cours de la vie, notamment quand on vieillit, notre système immunitaire a moins de compétences et fabrique moins de lymphocytes naïfs, ce qui fait que ça explique pourquoi les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables, puisqu'elles ont moins de ces lymphocytes naïfs, elles ont leur quantité de lymphocytes mémoire, mais pour des antigènes qu'elles ont déjà rencontrés. Or, quand il survient un nouvel antigène que personne n'a jamais rencontré, il n'y a rien en mémoire. Donc il faut compter que sur les lymphocytes naïfs, et comme il y en a moins, les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables. Donc la première application, ce sont les vaccins, bien entendu, puisque l'objectif va être de renforcer ces lymphocytes mémoire. Alors il y a différents types de vaccins, des vaccins avec des antigènes vivants, mais atténués, et des vaccins avec des organismes intacts, mais non vivants. Souvent dans les virus, on enlève le matériel génétique. Ils sont quand même immunitaires, ils déclenchent la réaction immunitaire, mais il y a des risques. C'est ce que je vous mettais ici, donc atténué ou inactivé, ça présente des risques, c'est pas d'une efficacité absolue. D'où l'idée de vaccins moléculaires, c'est-à-dire qu'on ne va mettre dans le cocktail que des molécules indépendantes, des molécules d'enveloppe, des molécules de surface. La P24 sur laquelle vous travaillez, elle est à l'intérieur, mais c'est une molécule antigénique aussi. Donc, normalement, on doit obtenir une efficacité plus importante. Mais c'est pas le cas. La réponse immunitaire n'est pas si antigénique que ça. Enfin, elle n'est pas si, si importante. Ce qui fait qu'on est obligé d'ajouter des adjuvants. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur ces adjuvants. Moi, je vous ai mis un extrait du Monde. Ces adjuvants sont censés stimuler la défense immunitaire innée avec les TLR. Mais je vous rappelle que la réaction inflammatoire, c'est quand même la réaction qui précède la réaction adaptative. Donc si on stimule la réaction immunitaire innée, on va de ce fait stimuler la réaction adaptative via les CPA. Donc le fait d'ajouter des adjuvants, ça donne une protection plus complète. La vaccination, c'est un événement préventif qui doit améliorer la capacité de défense d'un individu en augmentant ses cellules mémoire. Et donc, quand il rencontre un antigène dont il a des cellules mémoire en stock, il va se défendre tout de suite. La réaction va passer complètement inaperçue ou alors va être légère. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. La suite, un peu plus tard. Au revoir.